Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et dans l'épisode du jour, on accueille Benjamin qui est banquier spécialisé dans la clientèle professionnelle. On va voir avec lui à quel moment et comment est-ce qu'un banquier peut nous accompagner dans notre entreprise ou dans notre création de société, que ce soit au tout départ, que ce soit si on souhaite reprendre une activité, donc racheter par exemple un fonds de commerce ou des parts d'une société, et également quand la société est plus mature, comment est-ce que le banquier nous accompagne. On va parler de financement, on va parler de crédit bail, on va parler de rachat de parts sociales, également d'achat des locaux professionnels, comment ça se fait, avec quelle garantie. Et voilà, Benjamin, il a vraiment une bonne connaissance du métier et j'ai été ravi d'échanger avec lui sur ce sujet. Et je pense que ça va en éclairer beaucoup d'auditeurs qui souhaitent se lancer, qui sont déjà lancés. Il va donner des bons petits conseils, des bons tips pour sa création de société et aussi l'exploitation de sa société et comment interagir avec son banquier. Avant de démarrer, plusieurs points. Déjà, merci à toutes les personnes qui m'ont mis des notes 5 étoiles sur Spotify. Ça fait pas longtemps qu'on peut mettre des notes 5 étoiles sur Spotify et j'en ai déjà 26. Donc, merci à vous. Pour les autres, n'hésitez pas à les imiter. Donc, ça fait toujours très plaisir quand on a des bonnes notes. C'est comme à l'école probablement. Et pareil sur Apple Podcast. Donc, j'ai un peu plus d'une 50aine de notes maintenant. Merci à tous ceux qui notent et qui mettent des commentaires. Si vous mettez un commentaire, je vous repartagerai bien entendu en story sur mon Instagram. Également, en fait, sur la plateforme sur laquelle je diffuse le podcast, je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent d'un peu partout dans le monde, du Canada, des dom-toms, d'Afrique. Donc, si vous faites partie de cette majorité, c'est quand même plutôt une minorité, mais minorité expatriée, je serais ravi d'échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas à m'écrire sur Bye Bye Patron, donc sur Instagram, bye-patron, ou alors par mail à info@byebyepatron.net. Enfin, comme vous le savez, depuis la semaine dernière, avec mon associé Michel, on vous partage le portefeuille d'actions Club Invest. Donc, si vous souhaitez avoir accès à ce portefeuille, ça se passe sur le site www.clubinvest.fr, donc Club Invest avec un 1. Et du coup, sur le site, vous aurez toutes les infos pour avoir accès à ce portefeuille. Bien sûr, vous pouvez souscrire, vous pouvez arrêter quand vous voulez. Et on fera, dans les prochaines semaines, on insérera en plus de notre portefeuille d'actions, notre portefeuille de crypto. Merci aux personnes qui nous ont déjà fait confiance. Et pour toutes les autres, si vous souhaitez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire sur Instagram ou alors vous pouvez nous contacter directement via le site de Club Invest. Tous les liens sont dans la description de ce podcast. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté avec Benjamin. Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et aujourd'hui, on accueille un banquier. C'est la deuxième fois qu'on a un banquier. Donc, on a Benjamin avec nous, qui est l'acolyte de Christophe, qui était passé sur le podcast, je pense que c'était au mois de septembre. Salut Benjamin, comment est-ce que tu vas ? Très bien. Merci de me recevoir sur ton podcast. J'en suis des plus ravis également. Et Benjamin, il a une spécificité par rapport aux autres banquiers et surtout ceux à qui on a affaire en général quand on est investisseur, c'est qu'il est plutôt spécialisé dans la partie pro. Donc, on va voir avec lui aujourd'hui un peu les différentes étapes en fonction de son niveau d'activité pro. Donc, si on démarre de zéro ou alors si on devient beaucoup plus gros. Avant de démarrer, Benjamin, j'aime bien demander, pour un peu briser la glace, de raconter une première expérience professionnelle. Tu vois, moi, ça s'appelle Bye Bye Patron. Ouais. Souvent, les gens, ça a été la désillusion. Tu vois, toute leur jeunesse, leurs parents leur ont dit « t'es génial ». Et puis, quand t'es confronté au monde du travail pour la première fois, parfois, c'est un peu la désillusion. Ouais. Si tu voulais nous raconter, je sais pas, un job d'été ou un de tes premiers boulots
voilà, qui t'a un peu mis face aux réalités du monde. Et ben, tu vois, pour tout te dire, un boulot qui m'a mis face aux réalités du monde, j'ai commencé à bosser à 17 ans, tu vois, et je travaillais dans les plateformes téléphoniques pour les sondages téléphoniques. Tu sais, la personne qui t'appelle le soir. Les gars qu'on déteste, quoi. C'est ça, la personne que tu maudis le soir lorsqu'elle t'appelle à 21h. Et ben, moi, j'ai fait ce boulot-là pendant plusieurs mois. C'est mon petit job d'étudiant. Et bon, par contre, ce qui est intéressant, c'est que voilà, je faisais de la programmation de radio, donc je faisais écouter de la musique aux gens, sauf qu'il fallait tenir l'appel une demi-heure. Il fallait que tu tiennes la personne une demi-heure au téléphone et que tu lui dises, voilà, la programmation pour telle radio, et ben, je vais te faire écouter X morceaux de musique et tu vas me donner une note de 1 à 10 si ça te plaît pas. Ça permettait aux radios derrière de faire les programmations pour les mois à venir. Donc, voilà. Ah oui, je savais pas du tout que ça existait, en fait, ce type de ça sondage. Ça se faisait anciennement, tu vois. Voilà, et puis après, ça durait 3 mois. Puis tu avais que des petits jeunes autour. On était entre 17 et 20 ans. Et on faisait ça le soir parce que tu sais, les gens sont au boulot dans la journée. Donc, tu fais entre 17 et 22 heures. Et voilà. Et j'ai fait ça pendant 3 mois. C'était mon premier vrai boulot. Donc, intéressant comme travail. Pas forcément évident, mais intéressant. Eh ben, super. Et donc, aujourd'hui, tu es banquier. Tu travailles toujours au sein d'une banque. Tu as toujours été spécialisé dans le pro ou tu as commencé avec des particuliers? C'est quoi l'évolution? Comment on en arrive vraiment au pro? C'est un hasard de carrière, un choix à un moment Alors pour le pro, c'est rarement un hasard de carrière parce que je pense que pour le pro, faut vraiment déjà ça fait souvent partie des évolutions au standard d'une banque. Si tu veux atteindre le poste de direction d'agence, c'est presque un passage obligé. Tu es obligé de connaître le pro. Moi, par contre, c'était un vrai choix depuis le début, depuis mes études. J'ai fait un bac+5 qui était spécialisé clientèle des professionnels. Donc, j'ai commencé à bosser à 22 ans. J'étais déjà chargé d'affaires professionnelles. Et j'ai tout de suite, j'ai fait depuis, maintenant, tu vois, ça fait 11 ans que je fais ça. Et 11 ans où j'ai eu une clientèle des professionnels. Alors, je m'occupe de la partie privée aussi du pro. Hein. Donc, quand tu es conseiller des professionnels, tu es aussi conseiller des particuliers dans le sens que tu t'occupes de la vie privée du pro. Mais bon, pour le parcours classique, le poste de conseiller pro, c'est un passage obligé si tu veux être derrière directeur ou directrice d'agence. C'est obligé. Parce que souvent, quand tu es directeur ou directrice d'agence, tu l'es dans une petite structure. Et souvent, le directeur est aussi le conseiller pro. Donc, tu es obligé de maîtriser ce poste-là. Et c'est un poste qui derrière t'ouvre pas mal de portes. Mais voilà, tu as des masters qui sont spécialisés aussi pour être conseiller pro. C'est rare de commencer tout de suite conseiller pro. On commence plutôt conseiller des particuliers et après on passe patrimonial ou pro. Et voilà, c'est souvent un deuxième poste ou un troisième poste en agence, le poste de conseiller pro. Ok, super. Et tu peux nous raconter un peu aujourd'hui quelle est ta clientèle? Comme ça, peut-être que les auditeurs, tu vois, ils pourront s'identifier un peu si tu serais le type de conseiller qu'ils peuvent avoir affaire. Alors moi, je fais partie d'une agence qui s'appelle une agence grand public. Donc, c'est-à-dire qu'on a des typologies de clientèle sur les professionnels en chiffre d'affaires. Pour le professionnel, généralement, on est entre 0 et 4 ou 5 millions. Moi, j'ai la particularité d'avoir quelques clients qui sont au-dessus de ça, qui sont plutôt autour de 10 millions. Mais c'est vraiment les minorités. La majorité tourne toujours autour entre 500 000 et 1 million d'euros. Et puis, on va avoir de tout. On va avoir des auto-entrepreneurs, des jeunes auto-entrepreneurs qui lancent leur activité, qui partent de zéro. Donc, tu sais, chiffre d'affaires qui commence à zéro. Et qui font parfois ça comme une activité secondaire. Parfois, ils sont salariés, puis il y a une petite activité secondaire derrière. Donc, ils viennent te voir pour faire un petit compte pro. Et puis, tu vas voir, par contre, après la grosse structure professionnelle, le gros cabinet d'avocats, d'experts comptables, le gros centre médical où tu as 4 ou 5 médecins qui sont installés. On va avoir aussi l'artisan, le commerçant, et puis spécifiquement les commerces de proximité, un commerce de bouche, restaurateur, boucher, boulanger. Donc, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui est... tu rencontres énormément de personnes avec des profils très différents. Et puis, vraiment, le pro, l'avantage du pro, c'est que c'est un banquier du terrain. Voilà, nous, on nous demande d'être toujours sur le terrain. D'ailleurs, c'est imposé. On nous demande un nombre de rendez-vous sur le terrain par semaine pour aller voir les clients. Et puis, moi, c'est quelque chose qui me plaît parce que quand on peut sortir un peu du bureau et voir les gens à l'extérieur, c'est tout de suite, les gens te reçoivent différemment. Ils sont beaucoup plus réceptifs quand ils sont dans leurs locaux que quand ils viennent te voir à l'agence. Ouais, bien sûr. Et puis, il y en a, pour peu que tu aies eu 2-3 mauvaises expériences avec la banque, ça fait toujours un peu peur, je pense à certains. Ok. Bah, du coup, ouais, je pensais donc discuter avec toi des différentes phases. Donc, peut-être mon podcast s'appelle Bye Bye Patron. Admettons qu'aujourd'hui, quelqu'un veuille lancer son auto-entreprise. Alors, ce que je vois comme quelles seraient les étapes à faire, le compte et après en termes de financement, quels sont
quand est-ce qu'on peut demander à des financements, à quelle hauteur et pour quelle destination? Donc, si tu pourrais nous présenter ça. Bien sûr. En fait, alors déjà, même avant de penser ouvrir le compte, c'est un conseil que je donne effectivement à tous mes clients. Tu sais, j'ai des clients qui sont aussi enfants de clients à moi et qui ont le projet de devenir pro comme leur père ou leur mère, et ils viennent te voir en disant, ben voilà, j'aimerais, dans 6 mois, j'ai un projet, je veux monter ma boîte. Alors avant même de venir voir le banquier, ce qui est très important lorsqu'on lance une activité, c'est vraiment de bien réfléchir au concept de son activité. Il faut vraiment bien comprendre que lorsque vous allez venir présenter votre projet au banquier, le banquier, toujours, c'est un commercial, donc lui, il veut développer son fonds de commerce, il veut ouvrir des comptes, il veut développer son activité, mais il a besoin de comprendre aussi, surtout pour les pros, de bien appréhender quelle va être l'activité qui est faite derrière. Parce que le professionnel, l'avantage que a un client lorsqu'il veut se lancer et ouvrir une société, c'est que c'est une clientèle qui est très demandée par les banques. Voilà, ça c'est quelque chose déjà qui est positif parce qu'on n'arrive pas avec la même approche. Un particulier qui va venir avec un projet d'ouvrir un compte personnel, il va être reçu d'une certaine façon. Un pro, les banques veulent développer absolument le marché du pro. Donc déjà, tu as cette approche d'arriver pas en terrain conquis, mais déjà un terrain favorable. Après, selon le secteur d'activité où on va aller, il faut bien préparer son projet, bien préparer son concept d'activité pour pouvoir le présenter à la banque vraiment de la manière la plus vendeuse possible. Vraiment prendre la banque première approche comme si c'était un client à qui tu allais vendre ta prestation, à qui tu allais vendre ton activité, et vraiment pour le convaincre que l'activité dans laquelle tu vas travailler est intéressante, le marché est dynamique, l'implantation où tu vas être est top. Il faut vraiment, et après on rentrera un peu plus dans le détail, mais voilà, vraiment dans un premier temps, préparer son projet, sa présentation, c'est très important. Ça paraît tout bête, mais tu sais, discuter avec les gens autour de toi, de dire tiens, j'ai un projet d'entreprise, et de discuter avec eux et d'écouter les questions et d'écouter les objections et d'écouter les avis des gens pour être prêt le jour de l'entretien bancaire à toutes ces questions-là, parce que ton banquier, lorsqu'il va te recevoir, ça aussi il faut le savoir, il va te poser plein de questions. Et il faut être prêt, et il faut pas se braquer par rapport à ça. Au contraire, c'est tout à fait normal. Un banquier qui ne pose pas de questions, c'est suspect. C'est suspect. Ouais. Donc, tu vois, un banquier qui pose des questions, c'est parce qu'il s'intéresse à ton activité, il prend à cœur son travail aussi, puis il est là pour appréhender un risque, il est là pour appréhender une activité. Donc, il va te poser plein de questions. Donc, premier conseil, bien préparer son rendez-vous. Deuxième conseil sur les étapes, tout va dépendre du type d'activité que tu vas ouvrir. Si par exemple, tu vas être un compte d'auto-entrepreneur ou un compte d'entrepreneur individuel, il n'y a pas de dépôt de capital. Donc, tu viens juste voir le banquier avec ton numéro, ta fiche INSEE, ton numéro SIRET, et tu viens le voir en disant, voilà, je me suis matriculé pour mon activité et j'ai besoin d'un compte professionnel. Donc là, le banquier va mettre à jour le dossier si tu es déjà client, et puis l'ouverture de compte se fait, on va dire, assez facilement. Toujours après la présentation de l'activité. Là-dessus, c'est toujours pareil. Puis après, si tu crées une structure professionnelle, une société dans laquelle il y a un capital et que la société n'a pas encore été enregistrée, à ce moment-là, la première étape, c'est de venir voir ton banquier pour déposer le capital. Et là, il te fait l'attestation de dépôt de capital avec laquelle tu vas au greffe pour enregistrer ta société, l'immatriculer au registre, et ensuite, on te donnera ton fameux extrait CAPIS. Donc vraiment, il faut savoir qu'avant d'arriver à cette étape-là, tu es toujours dans l'approche bien présenter ton projet. Ensuite, dès que ton banquier adhère et te dit « Ok, je suis d'accord pour ouvrir ton compte », si tu dois déposer ton capital, il fait ton dépôt de capital. Et puis après, tu fais ton enregistrement auprès du greffe pour immatriculer ta société. Et c'est dans un second temps que tu devras revenir voir ton banquier pour qu'il t'ouvre ton compte de professionnel définitif avec lequel tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir commencer à recevoir tes encaissements, avoir tes moyens de paiement, tes TPE et tout ce qui va bien derrière. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que j'ai pas du tout pensé. Les TPE, c'est les banques qui les fournissent. C'est vrai que moi, j'ai pas d'activité à TPE. Oui. Mais ouais, c'est la banque qui te fournit ton TPE. Ouais, et tu n'as pas que les banques. On a pas mal de concurrents qui se lancent sur ce créneau-là aussi. Mais effectivement, tu vois, aujourd'hui, tous les restaurants, tous les commerces de proximité ont des TPE. Et l'avantage que tu vas avoir par rapport à la banque, ça va être peut-être le service, la maintenance, la tarification sur les opérations qui généralement est un petit peu moins chère que si tu le fais sur un autre prestataire de service, parce que ça a vraiment été toujours le cœur du métier de la banque. Et ça, c'est un très bon conseil, tu vois, qu'on peut donner à quelqu'un qui veut vraiment lancer son activité. Le banquier, ce qu'il va vouloir développer avec le commerçant, le professionnel avec qui il va travailler, c'est les flux professionnels. Et si, par exemple, tu ouvres un commerce type, je vais prendre un restaurant ou une boulangerie ou un commerce de proximité qui reçoit des encaissements sur un TPE, si tu viens ouvrir ton compte bancaire à la banque et que tu refuses d'ouvrir le TPE, ça veut dire que les flux vont pas transiter à 100% chez le banquier.
Et là, tu risques de le braquer un peu parce que le banquier peut très bien se dire, bon, je vais avoir un compte secondaire, un compte de trésorerie ou un compte sur lequel l'activité ne transite pas à 100%. Donc, si vraiment l'objectif, c'est de travailler avec la banque, c'est toujours d'établir une relation gagnant-gagnant. C'est un partenaire, le banquier. Hein. C'est un commercial, il développe son activité, mais c'est un vrai partenaire. Donc, s'il vous fait confiance pour vous suivre sur votre activité pro, il attend de vous la même chose, hein, d'avoir les flux pro et de travailler avec vous. Ça, c'est, on va dire, la suite logique des choses. Mais il faut vraiment l'appréhender parce que l'avoir en tête, tu sais, si tu viens voir ton banquier en disant, moi, je vais mettre toutes mes conditions et ça va être exactement ce que moi je veux et j'accepte pas de négociation et que j'accepte pas de contrepartie, ça peut être plus compliqué pour finaliser l'ouverture du compte. Ouais, c'est un peu comme si on fait le parallèle avec les investisseurs immobiliers. Voilà, moi, à ma banque, je prends tout ce qu'elle me propose, quoi. Je veux dire, moi, je veux les fonds. Le taux, je le négocie pas. Les assurances, je les négocie pas. Moi, je veux juste les fonds, hein. Oui. Donc, et puis, je comprends bien, voilà, faut que chacun y gagne. Moi, à nous de nous arranger pour avoir une activité suffisamment rentable, pour faire face peut-être à ces mini euros ou quoi, que tu pourrais économiser ailleurs. Mais je pense que c'est vrai que si t'as plein de projets, la banque, c'est vraiment le nerf de la guerre. Ouais. Et moi, et du coup, quand tu t'installes, je suppose, par exemple, si tu es un commerçant, tu vas devoir payer une sorte de garantie pour tes locaux ou peut-être pour ton besoin en fonds de roulement. Est-ce que la banque, elle peut déjà aider à ce moment-là ou tout doit être financé en fonds propres? Alors, en fait, la banque, sur la création d'entreprise, peut accompagner les entreprises pour du financement, mais il y a certains types de financement sur lesquels la banque, il y a toujours, encore une fois, chaque dossier est différent, donc tu sais, on ne va pas faire de généralité. Mais il y a on va dire vraiment sur des objets de financement sur lesquels la banque est plus friande et d'autres objets sur lesquels elle est un peu plus frileuse. Et la banque est plus frileuse sur tout ce qui est financement de trésorerie. Donc, par exemple, tout ce qui va être dépôt de garantie, tout ce qui va être fonds de roulement de départ pour l'activité. La banque est un peu frileuse pour financer ça. Pourquoi ? Parce que c'est en termes de garantie que tu prends sur ce type de financement-là. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre caution le gérant qui vient de s'installer, mais tu sais, c'est un peu lui mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et surtout que la caution ne vaut rien. Donc, pas de revenu pro. Si on activait la caution devant un juge, le juge dirait la caution ne vaut rien. Donc, la caution n'est pas une vraie garantie. Puis là, c'est vraiment libérer du cash pur, non affecté. Donc, ça veut dire que l'argent peut être utilisé à n'importe quel objet de la structure professionnelle. Donc, la banque n'aime pas trop financer ça. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer aussi. Le dépôt de garantie pour un loyer professionnel, ça doit être de la trésorerie. Le fonds de roulement de départ, ça doit être de la trésorerie, mais qui doit être autofinancé. Généralement, c'est ce qu'on demande à la personne. Après, il faut vraiment prendre cas par cas. Tu vas pas avoir des gros dossiers de financement dans lesquels on va financer des murs professionnels où le client met un apport sur le financement qui est un prix conséquent, qui a une bonne valorisation du fonds de commerce, des murs qu'il achète. Bon, on peut être un peu conciliant et se dire, OK, au lieu de donner un prêt trésorerie, je vais t'accorder 10 000 € d'autorisation sur 6 mois pour commencer ton activité, tu vois. Mais ça, c'est quelque chose que dès le départ, la banque n'aime pas trop financer. Mais par contre, tout ce qui est acquisition de murs professionnels, de matériel, le matériel, la banque est plutôt enclin à le faire sans trop de difficultés, notamment avec le crédit bail. Et puis les travaux aussi. Les travaux, c'est quelque chose que la banque fait pas mal aussi. Donc, voilà. Et si je veux donner une petite astuce. Il y a une garantie réelle, quoi. Il y a une garantie réelle. Alors, sur les travaux, on peut prendre une hypothèque, mais on va prendre généralement une caution. Mais pour les murs, effectivement, tu as une garantie réelle. Et oui, ce que je te disais pour la petite astuce, c'est le prêt relais TVA. Le prêt relais TVA, sur les professionnels, je vais te dire sincèrement, ça fait 10 ans que je travaille en banque. J'ai peut-être eu un seul client qui y a pensé de lui-même, sans que je lui en parle. Mais tu sais, très souvent, nous, quand on finance les travaux, on va financer hors taxe. On ne finance pas TTC les travaux, on va décaisser que du hors taxe. Donc, on va demander à la personne d'avancer la TVA elle-même. Mais imaginons que tu as une grosse enveloppe de travaux, que tu as un gros montant de TVA. Nous, qu'est-ce qu'on peut très bien dire ? On peut te dire, écoute, on finance tes travaux hors taxe et on va te financer un prêt relais TVA. Donc, pour pas que tu aies avancé la TVA, on fait un prêt relais TVA et à ce moment-là, on finance 100% de ton enveloppe de travaux. Et lorsque tu encaisses ta TVA, elle est remboursée quand tout va bien à 3 mois, mais ça va jamais comme ça, donc on va dire à 6 ou 9 mois. Quand tu reçois ta TVA, à ce moment-là, ton prêt TVA, il est soldé. Et c'est un prêt qui te coûte pas très cher. Tu es en franchise sur ce prêt-là, hein, donc tu payes éventuellement les intérêts de l'assurance emprunteur dessus. Et ça t'empêche, ça te contraint pas à devoir payer la TVA dès le début. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut penser parce que les banques le font et le font de manière assez
assez facile parce que pour nous, c'est un prêt garanti. Hein, la TVA, on sait que tu vas la récupérer. Garanti par l'État. Ouais. Exactement. Ouais, donc, tu vois, c'est quelque chose qui peut être pas mal. Ouais. Ben moi, je l'ai déjà fait à l'étranger. C'est vrai que dans un investissement IMO, la banque, elle m'avait financé. C'était pareil. En fait, il y avait un taux réduit, mais il fallait avancer les fonds. Et la banque, elle m'avait financé. Je me souviens très bien parce que ça faisait beaucoup d'argent sur un bien IMO, ce montant de TVA. Ah oui. Donc très bon plan parce que les gens, c'est ça. Parfois, quand on se lance, on comprend pas trop bien la TVA. On sait que ça nous coûte rien plus ou moins, mais en tout cas, c'est quand même un sacré décaissement au début. Après, quand l'activité tourne, c'est l'inverse. Parce qu'en général, t'encaisses plus de TVA que t'en décaisses, sinon c'est pas la peine de bien sûr, c'est clair. Au début, c'est vrai que ça peut poser problème, mais on n'y pense pas forcément. Ouais. Et puis tu vas voir que de toute façon sur le lancement de l'activité, tout ce que tu peux, on va dire, grappiller pour avoir du fonds de roulement, parce que c'est vraiment le nerf de la guerre lorsque tu lances ton activité, c'est ton fonds de roulement. C'est ça qui va financer ton quotidien. Les gens très souvent, dès qu'ils entendent fonds de roulement, ils ont parfois une certaine idée du fonds de roulement, puis dès qu'ils sont dans le nerf de la guerre, donc ils sont au front, on va dire. Là, ils se rendent compte vraiment ce que c'est de devoir gérer de la trésorerie au quotidien, de devoir gérer des besoins spécifiques au quotidien, de gérer les délais avec tes fournisseurs, les délais avec tes clients. Si tu n'es pas payé comptant, tu as des clients qui vont peut-être te régler à 15 jours ou 30 jours. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut bien appréhender et c'est là que tu te rends compte, si j'ai fait, je sais pas, 200 000 euros de travaux et que j'ai réussi à faire un petit pré-relais de TVA, je sais pas, de 30 000 euros, et ben peut-être que ces 30 000 euros-là vont me permettre de passer le cap pendant les 6 premiers mois plus sereinement, tu vois. Ouais, c'est ça, parce que tu me contrediras si je me trompe, mais quand tu lances ta société, le cash, c'est plus important que le bénéfice, quoi. En fait, c'est vraiment c'est vraiment la trésor qui compte. Et même si vous avez une activité de service, tu vois, admettons, tu as 2 employés, je sais pas, tu es expert comptable, tu as 2 employés, tu les payes tous les mois. Ton client, sauf mon expert comptable, s'il m'écoute, qui me prélève bien le premier du mois, mais sinon, voilà, les clients ils payent, en plus souvent ils ont d'autres choses à faire, donc ça peut vite traîner et tout. Et toi, tes salaires, tu peux pas les payer, c'est ça. Tu peux pas les payer 3 semaines plus tard, quoi. Donc même dans des activités, et ça c'est sans les stocks, ça c'est rien que dans les activités de service. Quand tu as des stocks, laisse tomber. Hein, Et après, tu as l'inverse, tu as par exemple justement les restaurateurs. Eux, ils vont encaisser l'argent tout de suite et puis ils peuvent payer leurs fournisseurs souvent un peu plus tard. Mais tu vois, vraiment, selon l'activité que tu vas avoir, la banque s'adapte. Ça aussi, il faut bien comprendre que parfois, tu as 2 typologies de clients qui vont venir pour prendre un peu les extrêmes, mais la vérité se situe au milieu, mais les extrêmes sont révélateurs. Tu vas avoir la personne qui va venir te voir, qui vient te faire des demandes sans comprendre les besoins de son secteur, de son marché. Tu vois, je te donne un exemple d'un restaurateur qui vient t'ouvrir un compte et qui, dès le début, te dit moi, j'ai besoin de 10 000 euros d'autorisation de découvert. Et lorsque tu lui demandes le pourquoi, il te dit, c'est normal, j'ouvre une société, j'ai besoin d'avoir un découvert. Mais la banque ne raisonne pas comme ça. La banque raisonne comme tu as dit. Mais attendez, vous encaissez comptant, vous réglez vos fournisseurs à 30, 45 jours. Donc, vous n'avez pas de besoin de fonds de roulement. Donc, le décalage de trésorerie, il n'existe pas. Donc, vous me demandez dès le début une autorisation de découvert de confort. Ça, dès le début, dans la création d'entreprise, c'est quelque chose que la banque, ça donne aussi, tu sais, ça nous renvoie un peu le côté professionnel du gérant qui vient nous voir. Par contre, si tu arrives avec une activité qui est cyclique, je vais te prendre un exemple qui est très concret que je connais bien. Un bijoutier, quand il doit faire son stock, il vient te voir un peu après l'été, il vient te voir au mois de septembre, octobre pour les fêtes de Noël et la Saint-Valentin, qui sont ces 2 gros moments de voilà. Et il te dit, tu sais qu'entre septembre et décembre, il va constituer son stock. Et là, lui, il a vraiment besoin de trésorerie à ce moment-là. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir de la souplesse. C'est à ce moment-là qu'il faut l'accompagner parce que tu sais qu'après lui, son gras, son chiffre d'affaires et à ce moment-là, pendant septembre, il n'a pas le cash. Mais à partir de décembre, janvier, tu vas voir qu'il va commencer à encaisser et son compte va se refaire progressivement. Donc, c'est pour ça que le bijoutier qui va te demander une autorisation de découvert en août jusqu'à janvier, février, pendant 6 mois pour bien constituer son stock sur l'année, c'est cohérent. Par contre, le restaurateur, je dis restaurateur, mais le boulanger, le boucher, tous les commerces de proximité qui encaissent comptant, si lui vient te voir sans trop de justification, sans besoin spécifique, s'il n'arrive pas à te l'expliquer, c'est une autorisation de facilité de caisse de confort. Et ça, la banque aime moins. Voilà, la banque aime moins. Ouais, ça, je veux bien croire. OK. Et du coup, admettons que je veuille
parce que là, que je veuille racheter un fonds de commerce ou reprendre une activité. Je sais pas, on pourrait prendre une boulangerie, par exemple. Très bien. Une boucherie. Une boulangerie, on va dire. Je te vois bien boulanger. Du coup, j'ai peut-être à me lever tôt le matin, à être dans le pétrin, tu vois. Du coup, donc je veux racheter un fonds de commerce. Quels vont être les éléments sur lesquels la banque va se baser par rapport au financement de ce rachat et sur combien de temps elle peut le financer? Alors, un fonds de commerce, la durée, quoi qu'il arrive, on est sur 7 ans, on est 84 mois. On ne dépassera pas 84 mois d'amortissement pour un achat de fonds de commerce. Pareil pour l'acquisition de parts sociales, hein, que tu achètes un fonds de commerce ou des parts sociales, on ne dépassera pas 7 ans. Alors, ce qui peut être intéressant de regarder, en fait, ce que la banque va regarder, et c'est bien de le savoir, c'est finalement ce que l'acheteur devrait regarder de manière très précise. La banque se met vraiment dans la position de l'acheteur et de se dire quelle est la rentabilité du fonds qui va être acheté. On va regarder les données bilancielles et puis on va regarder plein de choses. Si tu achètes une boulangerie, moi déjà, tu viens me voir et tu veux acheter une boulangerie, je vais demander ton CV. J'ai besoin de savoir quelle est ton expérience. Je veux savoir si tu sais faire du pain, si tu sais faire de la pâtisserie. Je veux savoir si tu connais le secteur, si tu connais le marché, si tu connais les fournisseurs. Est-ce que quelqu'un dans ta famille fait ce métier-là ou est-ce que tu te lances de zéro? Si tu te lances de zéro, ça veut dire que tu n'as jamais travaillé dans ce secteur-là. Et c'est ce que tu disais juste avant. Un boulanger, il se lève à 4 heures du matin. Et est-ce que ça, tu l'as appréhendé de bosser de 4 heures du matin jusqu'à peut-être 9 heures du soir? Est-ce que ça, c'est tout bête ce que je te dis, hein. Mais ça fait vraiment la différence si tu as un gérant qui n'a pas les pieds sur terre et qui ne connaît pas dans quoi il se lance et que tu finances son fonds de commerce. Ce même gérant peut venir te voir dans 3 mois et vouloir mettre la clé sous la porte parce qu'il ne s'en sort pas, hein. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais tu as parfois des gérants lorsqu'ils lancent des activités. Il faut savoir que les 2 premières années sont souvent complexes, hein. Elles sont difficiles. Il faut lancer, il faut se faire sa clientèle. Il faut vraiment cravacher les premières années. Il faut se faire un nom, il faut se faire connaître. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc vraiment, le premier point qu'on fait dans l'analyse, c'est on analyse la personne qui se présente pour acheter le fonds, le client, quelle est son expérience, quelle est sa connaissance du secteur. Ça, on fait vraiment une analyse risque du gérant. Tu vois, analyse risque de la personne qui se présente pour acheter le fonds. On va faire une analyse patrimoniale aussi. On va voir est-ce qu'il a du patrimoine immobilier, est-ce que c'est un investisseur privé professionnel, est-ce qu'il a fait d'autres opérations d'investissement professionnel, est-ce qu'il a déjà racheté d'autres fonds de commerce, etc. Donc, on va voir un petit peu sa fibre d'investisseur pro et privé. Et une fois qu'on a fait ça, on va faire l'analyse de la cible. Voilà, tu vas acheter un fonds de commerce d'une boulangerie. Et ben moi, je vais aller analyser la cible. Je vais te demander de m'amener les 3 derniers bilans de la cible que tu achètes. Et je vais analyser le chiffre d'affaires. Je vais analyser comment a évolué le chiffre d'affaires sur les dernières années, comment a évolué sa rentabilité et comment a évolué son bénéfice, sa trésorerie, son fonctionnement. Tout ça, le banquier l'analyse pour voir quelle est la tendance qui se dégage du fonds de commerce. Et tu vois, pour vraiment donner des points très concrets, parce que c'est ce que moi je fais avec mes clients, je leur dis de regarder effectivement, très souvent les clients vont me dire, je regarde le chiffre d'affaires et le bénéfice. Tu vois, c'est en gros, le client me dit, j'achète une boulangerie, j'ai vu qu'il fait 800 000 euros de chiffre d'affaires et qu'il fait 30 000 euros de bénéfice. Voilà, et il ne regarde pas ce qui est au milieu. Et le banquier va regarder, je ne vais pas te dire presque que ce qui est au milieu, on va regarder beaucoup ce qui est au milieu et on réfléchit beaucoup plus en termes de rentabilité et de potentiel de trésorerie plutôt que de bénéfices et de chiffre d'affaires. Tu vois, on va vraiment plus regarder ça. Parce que si tu as une société qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais qui a une rentabilité négative, je ne vais pas vouloir te prêter l'argent. Parce que pour moi, ton activité que tu vas vouloir acquérir, elle n'est pas en mesure de payer son prêt. Par contre, tu vas acheter une activité qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires, mais qui a une rentabilité de 70 000 euros, parce qu'il y en a, et tu te dis, OK, c'est une société qui dégage pas mal de rentabilité. Et pour savoir quel est le poste qu'on regarde pour la rentabilité, parce que je pense que ça, c'est quelque chose qu'encore une fois, très, très peu de personnes savent, on va regarder le poste qu'on retrouve facilement dans le bilan, c'est le résultat d'exploitation ou l'excédent brut d'exploitation. La banque regarde plutôt l'excédent brut d'exploitation. C'est vraiment l'information de la rentabilité brute de l'activité. Pour faire simple, tout ce que j'encaisse, moi, je déduis tout ce que ça m'a coûté de produire, mes achats de matières premières, toutes les consommations intermédiaires, mes salaires, mes loyers, mes impôts et taxes assimilées, j'enlève tout ça. Et je vois ce que j'ai produit, moi, ce que ça m'a coûté de produire, tout ce qui est lié à l'exploitation, j'ai ma rentabilité brute. C'est ça ce que moi je vais regarder. Tu vois, c'est ce chiffre-là qui me donne la capacité qu'a l'entreprise à payer son prêt.
Donc voilà. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le bilan de la structure que tu rachètes et je vais voir si je prêtais à moi, à cette structure, l'argent que tu me demandes pour l'acheter, est-ce qu'elle serait capable aujourd'hui de me payer ce prêt? Si la réponse est oui, super, ça veut dire que tu achètes une cible qui a une bonne rentabilité, un bon niveau d'activité. Si la réponse est non, à ce moment-là, c'est pas que je vais pas miser sur la cible, mais je dois miser plus sur toi. Je dois plus miser sur toi parce que ça veut dire que toi, tu vas me dire, Benjamin, je reprends une boulangerie, mais là, aujourd'hui, c'est un peu limite, mais moi, j'ai un nouveau concept. Je vais faire des travaux, je vais agrandir la surface de vente, je vais proposer des produits qu'il n'y a pas aujourd'hui. Et c'est là qu'il faut être bon, qu'il faut convaincre le banquier, tu vois. Il y a une partie qui est chiffrée, il y a une partie qui est vraiment sur l'échange. Tu sais que j'ai des personnes, moi, qui sont spécialisées d'acheter des fonds qui sont dans le déclin. Ils viennent te voir, ils prennent des fonds qui sont dans le déclin et qu'ils arrivent à avoir à des prix imbattables. Et c'est des vrais investisseurs et les gars, ils mettent des super gérants en place et ils ont des super projets. Et là, tu te dis, OK, j'arrive à comprendre. Donc voilà un peu comment tu vas faire l'analyse. Et puis après, on fait l'analyse aussi de la localisation, de la concurrence, du positionnement de la cible. Si tu rachètes un fonds de commerce, une boulangerie, comment est-ce qu'elle est évaluée? Comment est-ce qu'elle est notée? Quel est le ressenti des clients? Si c'est dans la ville dans laquelle moi j'exerce, c'est quoi déjà l'information que j'ai de cette boulangerie? Est-ce qu'elle est bien, pas bien? Est-ce que je sais qu'elle est appréciée ou pas? Tu vois, c'est tout bête, mais encore une fois, ça fait vraiment la différence quand tu fais. Donc voilà, c'est un petit peu. Ça, c'est des conseils qu'on peut donner. Ça, c'est la base. Vous fiez pas au chiffre d'affaires. Si vous voulez faire beaucoup de chiffre d'affaires, vous vendez des Lamborghini à 10 000 euros, vous allez en vendre beaucoup, hein, mais vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Hein. C'est ça. Donc, exactement. Donc c'est ça. Et après, il faut pas oublier que si vous avez un emprunt, les emprunts, ça se rembourse avec de la trésorerie, ça se rembourse pas avec du bénéfice comptable. Donc voilà. Nous, on connaît bien le LMNP quand on est investisseur, ou qui en fait vous dégage de la trésor sans faire de bénéfice. Bah il y a aussi l'inverse qui existe. Hein. Bien sûr. Les emprunts, ça se rembourse en trésorerie et c'est ça qu'il faut regarder. Et c'est tout simple. Si une activité elle dégage 10 000 euros de trésorerie par an, bah sur 7 ans, faut pas que ça coûte plus que 70 000 euros, quoi. Enfin, c'est assez simple, mais parfois on a tendance à se leurrer. Et je pense que tu regardes aussi, c'est si le gérant il se paye ou pas et comment il se paye. Parce que ça, forcément, ça a un gros impact sur la rentabilité. Si le gérant il se paye pas depuis 2 ans et que toi ça doit être ton emploi. Ben, voilà. Et puis tu sais, les gens qui créent leur entreprise très souvent, et c'est le cas, les personnes qui viennent te voir, c'était des anciens salariés qui ont fait une rupture conventionnelle, qui se mettent au chômage et qui pendant 2 ans vont toucher leur chômage en France. Ils vont toucher leur chômage pendant 24 mois, 24 mois, c'est ça, pendant 2 ans. Ils vont toucher leur chômage et ils se disent voilà, pendant 2 ans, je prends pas de salaire, je vis de mon chômage et je lance mon activité. Et ben ça, encore une fois, c'est tout bête à dire, mais ça rassure la banque. Pourquoi? Parce que ça veut dire que pendant les 2 premières années qu'on sait qu'ils sont décisives, lorsque tu lances une activité, ben on sait que la rentabilité n'est pas plombée par ta rémunération. C'est bête quand on dit ça, mais non, je te dis que ton quotidien, ta rémunération ne dépendra pas, quoi qu'il arrive, du sort de ton activité en direct. Ça sera que si l'activité c'est bien développé, que tu as fait un bon bénéfice et que tu dis bah tiens, au lieu de me prendre de la rémunération en salaire, je me verse un peu de dividende. Tu vois, tu adaptes un peu ta rémunération, et ben pour nous, c'est intéressant. Par contre, quelqu'un qui vient te voir, il est en fin de droit de chômage, c'est un étudiant qui vient de finir ses études, qui a jamais travaillé avant et qui veut se lancer là-dedans et qui, tu sais, qu'il va devoir prendre de la rémunération sur son activité pro, et ben tu sais que dès le départ, il va y avoir une charge qui est un peu incompressible, qui va être son salaire. Et ça, va falloir l'intégrer. Ouais, super intéressant. Donc c'est vrai qu'en France, on a quand même la chance d'avoir ce dispositif pour lancer des sociétés qui est intéressant. Oui. Ouais. Et je crois, alors, je sais pas, j'en ai déjà entendu parler, j'ai jamais vérifié. Tu peux toucher aussi, si tu veux, une partie de ces aides en la moitié, je sais plus, comme apport ou un truc dans ce style. C'est ça, oui. En fait, tu dois contacter Pôle emploi si tu leur dis que tu fais une création d'entreprise. Et en fait, Pôle emploi, eux, entre guillemets, ça les arrange parce qu'ils se disent, au lieu de te verser 2 ou 3 ans de chômage, parce que des personnes qui payent jusqu'à 3 ans de chômage selon le cas de figure, au lieu de te verser 2 ans de chômage, ils vont te dire, bah non, on va te verser sur 12 mois et on va te verser un montant inférieur à ce que tu toucherais sur 24 mois, mais je vais te verser tout de suite X euros pour que tu puisses lancer ton activité et dans 6 mois, X euros pour que tu puisses continuer ton activité. En fait, ils te font des versements groupés qui sont plus importants. C'est vraiment dossier par dossier, hein, pour te donner les montants là-dessus, c'est vraiment selon le profil de la personne. Mais en gros, ils vont te dire, bah, tu lances ton activité, je te donne un montant, puis dans 6 mois, un autre montant. Et puis comme ça te donne ça te permet de te constituer de la trésorerie.
c'est intéressant aussi de le faire dans le sens où tu te dis, plutôt de me prendre une rémunération, plutôt que de rester au Pôle emploi, je vais prendre un billet un peu plus grand pour la première année. Ça me permettra de libérer du cash plus vite. Ça, c'est pas mal. Ouais, ça peut être intéressant selon l'activité. Si tu veux, je sais pas, avoir un camion de pizza ou un truc comme ça. Ouais. Non, camion de pizza, Crédit Bail. Crédit Bail, financement. ok, Crédit Bail, voilà. Ouais. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais donc les banques, elles peuvent faire des crédits beaux. Ouais. Et l'avantage, c'est qu'elles restent propriétaires du matériel, quoi. C'est ça. Et puis ça, le Crédit Bail, vraiment, c'est quelque chose. La banque aime faire du Crédit Bail. Voilà, faut comprendre, c'est que la banque, elle aime faire du Crédit Bail. C'est assez sécure. C'est quelque chose qu'elle sait très bien faire. C'est un produit sur lequel la banque marche plutôt pas mal aussi, il faut le dire. Donc c'est pour ça que la banque est appétente à le faire. Mais il faut comprendre que c'est un vrai gain de trésorerie, le Crédit Bail. Le Crédit Bail, c'est un outil qui est très intéressant. Tu peux défiscaliser les loyers. Tu peux faire, dans les sociétés qui sont déjà en place, tu peux jouer sur la première et dernière mensualité de ton Crédit Bail. Tu peux dire, moi je vais apporter un premier loyer majoré de 10%. Je vais faire une valeur résiduelle qui est le dernier montant que tu payes de ton échéance. Généralement, on prend 1%, mais tu dis, moi, je veux 10% à l'entrée et 5% à la sortie. Et ben, tu peux moduler ton Crédit Bail comme ça pour que tu puisses défiscaliser plus au début, à la fin aussi. Et pendant la durée de ton prêt, c'est la banque, effectivement, qui est propriétaire du bien. Et selon après le leasing que tu prendras, à la fin, lorsque tu paieras ta valeur résiduelle, c'est ta société qui devient propriétaire du bien. Voilà. Mais c'est intéressant parce que t'as pas avancé la trésorerie et la banque paye directement le fournisseur. Comme ça. C'est facile. Tout le monde est content. C'est ça. Ouais. Ok. Un point que je voulais voir avec toi aussi, c'était pour les murs. Enfin, 2 points que je voulais voir en fait. C'était l'immobilier à la fois peut-être pro et l'immobilier perso du pro. Comment est-ce qu'on procède? Par exemple, souvent, tu as tu vois, pour les locaux commerciaux, ça peut être dans une autre structure que les murs sont achetés, soit via une SCI ou des choses comme ça. Comment ça se passe? Est-ce que là, ce qui compte, c'est combien va dégager l'activité ou c'est le prix du bien en tant que tel, tu vois? Enfin, ça va être les deux. En fait, c'est vraiment une analyse qui est croisée. C'est-à-dire qu'on va faire une analyse à titre privé, à titre professionnel. Il faut comprendre que si tu passes par une SCI pour acheter des murs professionnels, la banque te prendra caution. Voilà, la banque va te prendre caution. Mais pareil que si tu le faisais directement via ta structure pro, tu as une SAS, une SASU ou une SARL, peu importe, la banque prendra caution le gérant, les associés, etc. parce qu'elle a besoin de prendre des cautions personnelles. Donc, si tu passes par une SCI qui va acheter tes murs pro, la banque te prendra caution. Mais la banque va faire une analyse du locataire. De la même façon, tu sais que lorsque tu fais un investissement à titre privé, la banque, elle va regarder, OK, tu vas acheter un immeuble de rapport, OK, il y aura combien de locataires dedans? OK, ça va te ramener combien de loyer? OK, et ben elle fait quand même une analyse de ça. Puis après, tu sais, elle va pondérer le loyer à 70% pour les revenus que tu toucheras. Et ben pour le professionnel, c'est un peu la même chose. Mais l'analyse, elle est un peu plus poussée. C'est-à-dire que toi, par exemple, on reprend le cas de ta boulangerie, et ben tu te dis, moi, en plus d'acheter le fonds de commerce, je vais acheter les murs. Parce que c'est 2 choses qui sont différentes. Tu vas acheter les murs et tu te dis, moi, je vais acheter les murs de ma boulangerie. Et c'est mon activité qui va loger la boulangerie, c'est mon activité qui va loger la SCI. Donc, moi, je vais faire une analyse de la valeur foncière du bien, des murs. Donc, je vais regarder combien vaut ton bien en brut, le mur professionnel, combien ils sont valorisés. Ça me permettra de prendre ma garantie réelle. Je vais prendre du coup mon hypothèque sur tes murs professionnels et je vais faire une analyse financière du locataire pour savoir si la société qui va loger le bien est en mesure de payer le prêt. Parce que finalement, ta SCI, c'est pas elle qui paye le prêt. Ta SCI paye le prêt, mais elle se fait payer par le locataire. Donc, on fait une analyse du locataire. Et vraiment, si en plus c'est ta propre structure, c'est pour ça que moi je dis que la société, c'est la caution morale, dans tout le sens du terme. C'est la caution morale du financement parce que nous, on va regarder c'est la société qui va loger dans la SCI. Est-ce qu'elle est en mesure de payer le prêt ou pas? Si oui, et ben à ce moment-là, c'est beaucoup plus simple de faire le financement, tu vois. Et puis on regardera aussi bien sûr la surface, toujours, on regarde toujours la surface patrimoniale aussi des associés, des gérants, ceux qu'on va prendre en caution. Mais tu vois, c'est une analyse qui est croisée. Et pour te donner un vécu que j'ai eu par rapport à ça, c'est que pour te donner un ordre d'exemple, les commentaires que tu as par exemple des conseillers particuliers, s'il est bien fait, bien étoffé, bien détaillé, ça va te faire presque une petite page de Word, on va dire un peu moins d'une page de Word, un commentaire professionnel
Moi, quand je le fais, après, moi, je détaille beaucoup, tu vois. Mais quand je fais un commentaire professionnel, je vais peut-être faire 10 pages. Parce que je fais vraiment une analyse qui est... Tu analyses tout. Tu analyses le marché, la localisation, l'implantation, le secteur, le gérant, les associés, le groupe risque. Tu fais une analyse qui est très poussée sur le pro. Mais si je dois financer des murs pro via une SCI, eh ben, je fais l'analyse du particulier plus mon analyse du pro. Tu vois, je suis obligé de couper. Exactement. Voilà. Mais c'est des beaux projets parce que tu te dis, voilà, c'est un investissement qui est intéressant parce que vraiment, la personne, elle investit à 100% pour elle. C'est un peu comme celui qui achète sa résidence principale. Le gars qui achète le fonds et ses murs, bah, c'est un peu comme si vraiment il achetait la maison de sa société, tu vois. Et c'est le même principe. Tu sais que l'investissement n'est pas pareil quand tu achètes ta RP que quand tu achètes du locatif. On ne le prend pas de la même façon. Ouais, bien sûr. C'est exactement ça. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, peut-être que la plupart des gens le savent, mais si vous avez une société à responsabilité limitée, comme une SAS, c'est pas pour ça que la banque, elle va se limiter à la responsabilité limitée de la société. Et donc, elle va prendre en garantie, elle va vous prendre vous en garantie, bien entendu. Si vous avez 1 000 € de capital dans la SAS que vous commencez et que vous achetez à 100 000 €, ça va être compliqué de... Non, toujours. En fait, il y a un seul cas où on ne prend pas forcément la caution. C'est si une profession libérale ou un entrepreneur individuel investit, parce que là, il y a confusion du patrimoine. Donc, tu sais que ce qui est fait à titre professionnel, à titre privé, les deux sont engagés, les deux parties sont engagées. Mais si tu passes par une société, ça aussi, encore une fois, il faut vraiment l'intégrer. C'est-à-dire que la banque, elle est là pour prêter de l'argent, mais elle prête de l'argent, elle doit couvrir un risque. Et c'est le risque de crédit. Le risque de crédit, c'est que la personne ne paye pas son crédit. Et si moi, la personne que j'en face ne peut pas payer son crédit, comment est-ce que moi, je récupère les fonds? Il faut savoir aussi que, je reprends ce que tu disais sur l'achat du fonds de commerce d'une boulangerie. Là, on ne parle pas de murs. Hein. C'est bien deux choses distinctes. Hein. Les murs, c'est le bâtiment. Le fonds de commerce, c'est ce que j'ai dans ma boulangerie, c'est la clientèle, c'est la zone de chalandise, c'est la marque, c'est ces choses-là. Le fonds de commerce, hein, c'est autre chose. Mais si j'achète, par exemple, tu vas acheter ton fonds de commerce de la boulangerie, moi, je vais prendre comme garantie ce qu'on appelle un nantissement de fonds de commerce. Ça, c'est quelque chose qui se fait classiquement. Sauf que le nantissement de fonds de commerce, on le prend, mais la valeur de cette garantie, c'est pas similaire à une hypothèque. Si aujourd'hui tu prends ta boulangerie, ça se passe bien, tu développes bien, ta boulangerie va prendre de la valeur. Donc mon nantissement aura de la valeur. Mais si tu prends ta boulangerie, tu commences à mal gérer, que ça se passe très mal, tu perds toute ta clientèle, tu vends des produits qui ne seront pas bons, je prends le cas extrême, mais ton fonds de commerce, quand tu vas vouloir le revendre, il ne vaut plus rien. Et ce qui fait que ce nantissement-là, moi, dès que tu vas vouloir vendre ton fonds de commerce, tu vas acheter une boulangerie 300 000 €, 2 ans plus tard, il vaut 100 000 €. Et moi, quand je me retrouve à la banque, j'ai un prêt qui est en cours de 300 000 €. Et je me dis, mince, comment je fais maintenant? Parce que le fonds de commerce ne vaut plus 300 000 €. Donc, il faut bien comprendre que le nantissement du fonds de commerce, c'est un passage obligé, mais c'est une garantie que la banque prend. Avec un objectif aussi, c'est que si tu veux vendre le fonds de commerce, la banque doit donner son accord parce qu'il faut qu'elle lève le nantissement. Donc, c'est plus un moyen de bloquer une potentielle vente qu'une garantie en tant que telle. La vraie garantie que prend la banque, c'est hypothèque, caution. Voilà, ça, c'est des garanties qui sont, on va dire, plus sûres pour la banque. Un nantissement de fonds de commerce, on le prend. C'est intégré dans les garanties pour la couverture du risque, mais c'est pas forcément ce qui donne le plus de poids pour un dossier. Exact. On peut aussi nantir dans un autre domaine des titres, par exemple. Les actions, c'est pareil. Les actions, si ça baisse, en général, la banque, elle vous passe un coup de fil pour vous dire, ouais, ta garantie, elle est plus au niveau du prêt qu'on t'a octroyé. Ou en tout cas, c'est ça. Et puis, tu peux même nantir des parts sociales aussi. Tu achètes des parts sociales d'une société. Tu achètes des parts sociales d'une société. Tu te dis, je vais nantir les parts sociales que la personne achète. Mais ça, pareil, si la société ne vaut plus rien dans quelques années. Ça, c'est autre chose qu'il faut peut-être préciser aussi rapidement par rapport au fonds de commerce et les parts sociales. Quand tu vas acheter, on reprend toujours ton cas de ta boulangerie. Il faut savoir que le prix de vente, sinon si tu achètes un fonds de commerce ou des parts sociales, n'est pas le même parce que la fiscalité n'est pas la même pour le vendeur. Le vendeur, dès qu'il vend un fonds de commerce, sa fiscalité est généralement plus importante que lorsqu'il vend des parts sociales. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que si tu achetais ta boulangerie 200 000 € pour le fonds de commerce, si la personne te dit, moi, le fonds de commerce, je le vends 200 000, tu n'arrives pas à tomber d'accord avec lui et que quelques mois plus tard, il te dit finalement, on va vendre des parts et qui te vend le même prix, 200 000 €. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Donc, si par exemple, tu achètes des parts sociales, tu sais que ta marge de négociation, elle est à peu près entre 10 et 20% inférieure à du prix, à ce que voudrait un fonds de commerce. Donc ça, c'est intéressant à savoir si quelqu'un veut acquérir un fonds de commerce ou des parts sociales.
tu as une marge de négociation qui est différente. Le fonds de commerce, tu sais que le prix va être un peu gonflé parce que la personne doit payer une fiscalité plus importante sur la plus-value de cession du fonds de commerce que s'il vend des parts sociales. S'il a des parts sociales depuis pas mal d'années, la fiscalité elle est réduite. Donc, il va accepter de le vendre un peu moins cher que s'il vendait son fonds de commerce. Donc ça, c'est un bon juge de paix aussi, on va dire. Si vous achetez un fonds de commerce ou si vous achetez des parts d'une même activité, les parts, ça doit être inférieur que le prix du fonds de commerce. Bien entendu. Pour peu que le fonds soit dans une société. C'est ça aussi oui, bien sûr. Qui joue. Ouais. Et donc maintenant, admettons que ma boulangerie, ça se passe bien, j'en ouvre 2, 3, 4, 5. Je viens de voir pour la 6e. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change? Donc, tu vois, maintenant, je suis gros, je fais, je sais pas, 3 millions, 4 millions de chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui change, à part le goût du café? Le café, en plus, moi, je l'offre quand tu viens me voir, tu vois, donc voilà, toujours avec plaisir. Non, mais tu vois, ce qui change, il faut vraiment que tu commences à avoir une taille assez conséquente pour être gérant d'entreprise. Mais il faut que, en fait, surtout sur le secteur bancaire, la gestion d'entreprise dépend bien entendu du chiffre d'affaires, mais ça dépend aussi de l'utilité qu'a la personne. Si tu es, par exemple, finalement, ta boulangerie se passe bien, que tu lances une franchise, tu vois, et que finalement, tu commences à franchiser ta marque, mais que tu es au début. Tu as 3 ou 4 boulangeries, ça se passe bien, ça se développe, mais qu'entre 3 ou 4 boulangeries, tu fais 3-4 millions de chiffre d'affaires, ce qui est déjà très bien pour des boulangeries. C'est peut-être pas judicieux que tu aies une entreprise parce que tu n'as pas des besoins spécifiques d'une entreprise. Mais si, par exemple, tu as une franchise. Ce qu'on appelle entreprise, c'est en fait un autre secteur, un autre secteur dans la banque. Quoi. Ouais. En fait, tu as les agences grand public qui sont, on va dire, que tu peux avoir classiquement dans les villes, que tu en as pas mal. Hein. Et puis, tu vas avoir les banques d'entreprise ou les centres d'affaires qui sont généralement ou dans les sièges ou dans d'autres bureaux, dans des locaux un peu différents. Et là, tu vas être géré par un chargé d'entreprise. Le chargé d'entreprise, lui, il va gérer des grandes structures, mais ça peut être, tu sais, des grandes marques, hein, Carrefour, Renault, Peugeot, etc. Ben, ils ont plein de comptes et ils sont gérés par plein de gestionnaires de comptes de centres d'affaires. Mais si on reste dans le cadre du pro, on va dire classique, vraiment pour que tu puisses aller au centre d'entreprise, il faut que tu aies déjà une structure qui ait des vrais besoins d'entreprise. On regarde le chiffre d'affaires, bien entendu, mais il faut que tu aies des besoins liés à l'entreprise. Par exemple, des besoins de trésorerie liés à l'entreprise. Par exemple, tu es quelqu'un qui travaille avec de très grandes marques, dans l'hôtellerie, dans de très grandes marques, dans la construction, ce que tu veux, mais qui vont te payer à 60 jours. Et là, tu commences à te dire, au niveau de trésorerie, je travaille, on ne va pas citer de marque, mais des grandes sociétés de construction. Et ben, cette société de construction te dit, voilà, j'accepte de faire l'exclusivité avec toi, mes chantiers, on va construire ça avec toi, avec tes gars, avec mon entreprise qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, mais je vais te payer les acomptes des factures, je te les paye à 60 jours. Donc toi, tu as, 30 gars qu'il faut payer. Et là, tu vas rentrer dans des problématiques de trésorerie qui ne sont pas forcément gérées dans une agence grand public classique. Tu vas basculer peut-être sur de la facturage. Tu vas avoir une société qui va devoir acheter les factures pour t'avancer la trésorerie et après se mettre en contact avec le grand constructeur pour payer et régler tes factures. En agence grand public, la facturage, on le fait, hein, attention. Mais c'est pour te donner un exemple que tu vas avoir des besoins spécifiques aux grandes entreprises qui sont mieux gérés parce que les produits sont plus adaptés dans les centres d'affaires entreprises que dans les agences grand public. Donc voilà, si tu as ta franchise qui fonctionne, qui cartonne et qu'au lieu d'avoir 3-4 boulangeries, en quelques années, tu en as 30 et que tu es partout dans toute la France et que là, tu commences à avoir des problématiques de développement, de trésorerie, de financement qui sont autres, eh ben, c'est peut-être judicieux que tu sois géré par un centre entreprise ou un centre d'affaires selon la banque. Ok. Ouais, j'ai bien compris. Ou l'État, il paye aussi en général à assez oui. longue échéance. Ah oui, l'État, c'est assez terrible d'ailleurs. C'est assez terrible parce que tu vois, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est les centres de formation, tu sais. Les centres de formation qui sont payés par les subventions de l'État, les subventions régionales, départementales. Eh ben nous, moi j'en ai travaillé depuis 10 ans avec plusieurs d'entre elles. Et là, c'est pas 60 jours le délai de paiement ou 30 jours. Hein. Parfois, tu arrives à 180 jours de paiement. Mais l'État peut faire un peu ce qu'il veut parce que c'est lui qui impose les règles. Mais voilà. Alors après, oui, c'est des règlements qui vont tomber. Mais lorsque ton client te montre les documents que l'État va te verser ta subvention, qu'elle a bien été accordée, validée par... mais que le client est en train d'attendre, et ben parfois, on a déjà eu des cas à 180 jours. Hein. Donc il faut avoir les ratios des banques pour tenir 180 jours. Ouais. Hein. C'est pas pareil.
Ouais, c'est ça, 180 jours. Si vous faites 2 millions de chiffre d'affaires, bah, ça fait 1 million. C'est ça. Simple. C'est assez simple. Puis après, il faut que la banque accepte aussi, tu vois. Et la banque, parfois, n'accepte pas. Selon les activités que tu vas avoir, la banque, parfois, ne veut pas accepter d'être celle qui porte le risque à 100% d'avancer cette trésorerie-là, ce qui peut se comprendre parce que le risque, même si c'est l'État qui paye derrière, hein, mais voilà, hein, un impair sur l'activité, ça peut vite se retourner aussi. Donc, bon. Ok, super. Et je pense est-ce que vous prenez des cautions perso, enfin des gérants, même tu vois quand au final ça vaut plus rien entre guillemets, tu vois le patrimoine du gérant il est tellement disproportionné dans le sens petit par rapport à une activité, tu vois en millions d'euros. Est-ce que là parce que la vraie garantie, on va dire pécuniaire, elle est sur en fait les biens de la société. Est-ce que malgré ça, vous continuez à prendre des garanties sur le gérant? On peut toujours prendre des garanties sur le gérant. La question que le banquier doit se poser, c'est que si la garantie doit être mise en jeu, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Si on prend en caution un gérant qui a un patrimoine immobilier très petit par rapport à sa grosse activité professionnelle, on sait que dès que ça va passer devant un juge, le juge ne va pas pouvoir l'utiliser, cette caution. Tu sais, c'est pas... Voilà, hein, le juge, il va pas faire vendre la petite maison de résidence principale d'un grand gérant d'une entreprise qui est en train de faire faillite. Voilà. Par contre, la banque, elle a deux possibilités. On va faire participer des organismes de caution. Lorsque c'est le cas, on va faire participer la BPI, hein, la Banque publique d'investissement. On va faire intervenir la CAJ. Et puis, tu sais, chaque banque, par exemple, le SL, ils ont Interfimo, qui est un organisme de caution qui leur appartient. Crédit Mutuel et CSC ont CMH pour la partie immobilière. Voilà, presque beaucoup de banques ont des organismes de caution. Et en plus de ça, donc les traditionnels, celles que tu as à côté, c'est CAJ et BPI. Et qu'est-ce qu'on va dire, par exemple, je te prends l'exemple de la personne qui veut créer son activité, mais qui n'a aucun patrimoine. Et ben, tu sais que même lui, s'il va vouloir dire, moi, je suis d'accord pour mettre ma caution, mais en fait, je suis locataire chez mes parents et je n'ai pas de bien et je peux pas le faire parce que je lance mon activité. Et ben, pourquoi pas de présenter dans son plan de financement une caution BPI. La caution BPI, et je prends BPI ou CAJ, hein, mais je regarde BPI parce que je suis un peu plus habitué avec eux. BPI, sur la création d'entreprise, voilà, ils vont te dire, moi, je suis jusqu'à 200 000 euros. On a ce qu'on appelle des accords conventionnés entre la banque et BPI. C'est-à-dire que jusqu'à 200 000 euros, il y a des critères à répondre, mais c'est des critères qui sont finalement assez simples, hein, que la banque doit contrôler. Mais voilà, la banque peut très bien avoir un préaccord pour être que BPI se porte caution jusqu'à 70% du montant financé. Donc, par exemple, ça, c'est vraiment pas neutre, hein. Si tu viens demander 100 000 euros pour lancer ton activité, que sur ces 100 000 euros, tu as déjà BPI qui garantit 70 000, et ben la banque, elle porte plus un risque de 30 000, tu vois. Donc là, à ce moment-là, on va peut-être te dire, écoute, si tu me mets un peu d'apport et qu'on met en place une caution BPI, eh bien la caution BPI, à ce moment-là, elle peut vraiment avoir du poids. Alors après, toujours autre chose aussi, la caution BPI, ça a un coût. C'est pas quelque chose qui est gratuit, ça a un coût, hein, prise de garantie d'une caution d'un organisme de caution, c'est un coût. Mais il faut toujours se poser la question, est-ce que je suis prêt à payer 3-4% du prix de mon financement pour payer un organisme de caution qui me permet de faire mon investissement? Parce que c'est ça aussi, hein, on peut très bien le dire en apport, hein. Mon apport, je veux le mettre, entre autres aussi, pour payer la caution BPI, pour que vous, la banque, vous soyez couvert à 70%. Et ça, c'est un vrai argument. Tu vois, moi, je peux te dire sincèrement que lorsque je vois presque aucun client vient me voir, je vais même te dire aucun client vient me voir avec un plan de financement dans lequel il intègre un organisme de caution. Mais je peux te garantir que ça fait toute la différence, hein. Ça fait toute la différence, surtout dans les dossiers où tu disais tout à l'heure, voilà, en plus ton podcast s'appelle Bye Bye Patron, donc si je lance mon activité, que je veux me lancer là-dedans et que j'ai envie de faire les choses et me donner un maximum d'opportunités, mais que j'ai pas encore de patrimoine immo à mettre en contrepartie, et ben à ce moment-là, il faut que je pense à BPI, je pense à CAJ, et il y a des solutions pour pouvoir dire à la banque, moi je vais te demander de t'engager, mais qu'à hauteur de 30% du montant que je vais financer. C'est plutôt pas mal. Ouais, effectivement. Et ça, c'est la demande à la BPI. C'est vous qui l'a faite ou on peut la faire en amont? C'est vous les deux se font, mais moi, je conseille toujours aux clients de passer par la banque parce que la banque, elle a, par exemple, pour la BPI, tu cherches qu'à 200 000 euros, c'est conventionné avec la banque. Donc, ça sert à rien de se prendre la tête. Il faut le dire à la banque prenne cette caution-là. La banque va monter, elle, un dossier.
D'ailleurs, il n'y a rien de particulier qui est demandé à être signé par le client. Hein. C'est au moment de l'édition des offres de prêt que tous les documents sortent. Mais la banque il y a une grille à remplir avec tout un tas de, voilà, il faut que si c'est une société qui existe, que le chiffre d'affaires, que le bénéfice soit pas négatif, que les fonds propres soient pas négatifs, que la société fasse pas, il n'y a pas une procédure collective de redressement, de liquidation dessus. Mais dans le cas d'une création, tous les critères sont remplis. La seule chose qu'il y a par contre, c'est si tu as un prêt qui est au-dessus de 200 000 euros et que tu veux garantir plus que 200 000 euros, et ben à ce moment-là, c'est plus un prêt qui est conventionné, c'est hors convention. Et à ce moment-là, BPI doit intervenir, ou CAJ. CAJ, je connais moins les montants. BPI, je sais que c'est ces montants-là. Et BPI, à ce moment-là, doit intervenir pour donner son aval ou pas et dire, OK, moi, je suis d'accord pour cautionner, mais peut-être qu'ils ne voudront pas 70, peut-être qu'ils voudront 50, ou peut-être qu'ils voudront se porter cofinanceur. C'est-à-dire qu'au lieu de se dire, moi, au lieu de me porter caution pour 50%, et ben, il veut 200 000, et ben, moi, BPI, je vais financer 100 000. Voilà. Et ça aussi, la banque aime bien. La banque aime bien ces choses-là parce que, encore une fois, quand je dis ça, on a l'impression le risque, ouais, c'est ça. On a l'impression de la banque, tu sais, quand je te dis ça, qu'on n'a pas envie de prêter de l'argent. C'est faux. On a envie de prêter de l'argent. Ouais. Mais on veut exactement ce que tu disais. Aussi, ouais. Voilà, on veut le récupérer, puis on veut que le risque il soit maîtrisé parce que c'est notre travail. Donc voilà. Ok, super. Toute dernière question sur la banque que je me posais, c'est est-ce que tes clients, ils ont plusieurs banques? Et est-ce que s'ils ont par exemple, un achat de, je sais pas, tu vas acheter une machine-outil à 30 000 euros, ils vont venir consulter leurs plusieurs banques, ou est-ce que c'est plutôt une relation que vous essayez d'avoir exclusive avec le client? Alors, on essaie toujours d'avoir une relation exclusive avec le client, mais surtout pour les pros, tu sais que souvent, ils sont multibancarisés parce qu'ils aiment bien répartir les flux. Et le pro accepte même plus facilement de payer des frais. Mais voilà, il aime bien distribuer un petit peu à droite, à gauche, notamment parce qu'il a souvent des projets d'investissement et que du coup, il aime bien solliciter deux banques avec qui il travaille. Et c'est quelque chose qui est très important d'avoir l'antériorité dans la banque dans laquelle tu travailles pour pouvoir après demander des prêts. Mais il faut savoir aussi que si tu me passes 50% des flux, mon analyse se base sur ces 50%. Donc ça veut dire que si un jour tu me demandes une autorisation de découvert, eh ben mon analyse va se baser sur les flux que tu m'as confiés, pas sur ton bilan. Ça, c'est important à savoir aussi. Si aujourd'hui, tu as besoin de 15 jours de chiffre d'affaires et que tu viens me voir, tu me dis, Benjamin, je fais 1 million de chiffre d'affaires. Oui, Thibaut, mais j'ai que 300 000 qui passent sur mes comptes. Eh ben, je vais me baser sur 300 000 et pas sur 1 million. Par contre, si tu me dis, si tu me fais mon autorisation de découvert, je passe de 300 000 à 700 000 en flux, eh ben, à ce moment-là, on essaie de trouver un deal. Eh ben, ce qu'on fait, c'est que tu as besoin de 10 000 aujourd'hui, eh ben, allez, je vais te donner 7 000 et on fait un point dans quelques mois. Si tu joues le jeu, je te monte à 10 000. Et tu vois, et c'est vraiment, moi, c'est ce que j'apprécie chez les pros, c'est ça, c'est que tu peux discuter, tu peux échanger, et c'est vraiment, ils te parlent comme tu es un fournisseur, tu es un voilà, c'est un partenariat, tu es un partenaire financier, et ils parlent avec toi comme ils vont parler avec le fournisseur qui va leur amener, la farine pour ta boulangerie, le gars qui va lui faire son expert comptable, etc. Il va négocier, et il comprend la négociation. Donc, c'est pour ça que chez le pro, c'est plus simple. Mais par contre, voilà, c'est toujours intéressant d'avoir cette optique-là. On est là pour créer un partenariat, on est là pour récupérer le flux de l'activité et on aime avoir l'exclusivité. Mais on n'impose pas l'exclusivité. C'est ça aussi. Si tu veux avoir l'exclusivité pour un pro, c'est ce que moi je peux dire ça à mes collègues, banquiers. Si tu as des banquiers qui écoutent ton podcast, moi je veux dire à mes collègues banquiers, si on veut avoir l'exclusivité, il faut la mériter aussi. Il faut la mériter, il faut la prouver, il faut gagner la confiance du client, ça prend du temps. Mais il faut accepter aussi de s'investir dans son travail. Il faut accepter que lorsque tu me disais d'acheter un matériel, il faut accepter que ton client vienne te voir sans rendez-vous. Voilà, j'ai un gros problème. Ta boulangerie, mon four il est tombé en panne. J'ai plus de garantie sur ce four-là. Il faut que j'en achète un autre. Tiens, j'ai un bon de commande. Est-ce que tu peux me financer? Et bien, il faut que tu sois capable d'être réactif et de lui financer son four et qu'en 2-3 jours il soit livré. Mais si, par exemple, lorsqu'il vient te voir pour son four, tu freines des cas de fer, tu dis je vais étudier ta demande dans 15 jours et sa boulangerie pendant 15 jours elle est fermée, tu peux être sûr que dès qu'il aura l'occasion, il ira ailleurs. Voilà. Donc il faut faire les choses de manière logique, quoi. Tu vois, et c'est comme ça que ça se passe. Et généralement, ça se passe très bien. Et moi, dès que mes clients ont des besoins, avec le temps, parce que tu vois, maintenant, ça fait plusieurs années que je suis dans la même agence, mais les clients, dès qu'ils ont un besoin, ils doivent acheter un véhicule, ils doivent acheter un matériel, etc. Ils viennent me voir tout de suite. C'est-à-dire qu'ils vont même pas, ils ont leur bon de commande qu'ils ont sorti sur Internet. Et ils viennent me voir avec le bon de commande. Voilà, je dois acheter ça. J'ai besoin de me faire un financement. Donc, ils pensent même. Et d'ailleurs, ça demande de l'éducation parce que tu en as certains qui veulent tout autofinancer.
Alors, ils veulent faire aucun crédit, tu vois. Et tu disais, le cash, c'est le nerf de la guerre. Le fonds de roulement, c'est super important. Il faut conserver sa trésorerie. Tu as des personnes qui veulent tout le temps tout payer au cash. Et non, moi, je veux pas de prêt, je veux pas m'endetter. Oui, mais le problème qu'il y a, c'est qu'à la fin du mois, vous pourrez pas payer vos salaires. Et c'est quoi ta priorité, tu vois. Donc, non, c'est important. Ok, super. Pour finir, j'ai 3 questions pour toi. La première, c'est quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Personnel ou professionnel, hein, comme tu veux. Quelque chose. Ah, c'est intéressant comme question, tu vois. C'est très intéressant comme question. Bah, en fait, je vais te dire sincèrement, je garde ça comme conseil pour la vie de tous les jours, et autant au titre professionnel que privé, c'est d'avoir une relation avec les gens, de traiter les personnes autour de toi de la même façon dont tu aimerais qu'on te traite. Tu sais, qu'on soit avec toi. Voilà, d'être très souvent, on a besoin d'être dans l'empathie, de pouvoir aider, de savoir dire non aussi, c'est important. Il faut savoir dire non dans plusieurs aspects de la vie, non, mais je veux dire que je pense que c'est un très bon conseil, ça, de pouvoir dire aux gens, de considérer les gens comme tu aimerais qu'on te considère, d'avoir une relation. J'aime bien aussi l'idée d'avoir une relation positive, tu sais, autour de soi, pas de limiter les relations qui peuvent être toxiques ou négatives, et d'essayer de traiter les personnes, de considérer les personnes comme tu aimerais qu'on le fasse avec toi. Et puis si tu as des personnes autour de toi qui ne te considèrent pas comme tu aimerais, eh ben il faut en trouver d'autres. Il faut pas se braquer, il faut pas tu vois. Il y a plein de choses à faire dans la vie, et il faut pas se braquer sur un moment qui peut être difficile. On passe sur un moment compliqué, mais voilà. Le bon conseil, ce serait prendre les choses tranquillement et de traiter les gens comme tu aimerais qu'on te traite. Voilà. Bah, très bon conseil. Deuxième question, si je te donnais 100 000 euros tout de suite, qu'est-ce que tu en ferais? Voilà. Bon, je peux pas mettre de joker, il faut que j'en parle à ma femme, parce que ça marchera pas. Non, tu vois, 100 000 euros, je pense que j'investirais dans un bien, peut-être en Espagne. Voilà, à l'étranger, j'ai de la famille, je suis d'origine espagnole, donc j'ai de la famille qui est là-bas. Et puis, tu vois, je sais qu'en Andalousie, il y a des choses sympas à faire avec 100 000 euros. Donc, peut-être que je prendrais un bien, que je retaperais un bien là-bas pour avoir une petite maison familiale, quelque chose de sympa, au soleil. Comme ça, le week-end, dès que je suis un petit peu fatigué, je prends l'avion et je vais là-bas. Voilà. Et peut-être que ta femme, ça semble cohérent plutôt que d'acheter un bateau. Ma femme est andalouse, donc si je dis qu'on achète une maison en Andalousie, ça devrait le faire. Voilà. Ok. Et la dernière question, c'est est-ce que tu aurais un invité à me recommander, soit une personne ou soit un profil que tu penses qui serait intéressant sur le podcast? Un profil qui serait intéressant pour toi. Donc moi, tu me disais que j'étais le deuxième banquier que tu avais reçu, c'est ça? Ouais, j'avais eu, ouais. Du coup, j'avais Christophe et puis toi. Et ben tu vois, je te dirais une banquière, une femme. Voilà. Ouais. Ça serait mon conseil. Ça serait parce que tu vois, on a, je pense que en plus, comme tu as eu Christophe, tu vois qu'on a des points en commun, mais on a une façon de présenter les choses qui est différente. Et avoir un point de vue féminin sur le sujet, ça peut être très intéressant. Et moi, je peux te dire que dans le relationnel bancaire, c'est très intéressant la différence que tu peux avoir entre un commercial homme et femme, mais ça peut être très intéressant l'approche aussi du financement, de la relation clientèle, c'est très intéressant, donc je pense que ça peut être pas mal. Voilà, une banquière, ça serait une recommandation. Si on en a une, on essaiera de te mettre en contact pour que tu aies une banquière. Ok, ouais, c'est vrai. Moi, j'essaye vraiment au maximum. Alors, peut-être que je sais pas si les auditeurs s'en rendent compte d'avoir l'équité, enfin la parité dans mes podcasts. Alors je suis pas arrivé encore au niveau de granularité, on va dire, par type d'invité, mais j'essaye d'alterner homme-femme, et quand j'ai trop d'hommes, parfois, tu vois, dans les investisseurs, il y a beaucoup d'hommes, donc j'essaye de manière proactive de trouver des femmes, et donc super. Et en tout cas, je te remercie pour ce conseil et pour ton temps. C'était un très bon épisode, je pense, qui est un peu sorti de ce dont on parle la plupart du temps, et c'est très bien comme ça. Super. Donc, merci à toi. Merci à toi. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Ça a été très enrichissant de parler avec Benjamin de ce sujet du côté pro de la banque. Si l'épisode vous a plu, s'il peut intéresser un de vos proches, n'hésitez pas à lui partager, à partager en story Instagram. Vous pouvez me taguer et je vous repartagerai. Je vous souhaite une très bonne semaine. Quand vous écouterez l'épisode, moi je serai dans l'avion en train de rentrer
du soleil. Enfin, j'espère, on sait jamais avec toutes ces histoires de tests PCR et tout, il peut vite y avoir un contretemps. À très bientôt. Bye bye.